History Secrets. La réponse la plus simple peut être la plus inconfortable de toutes. Qui vous êtes peut ne pas importer autant que vous le pensez. Quand quelqu'un demande « Yaba, qui êtes-vous » il attend une histoire. Nom, origine, expérience, rêve, identité. Mais et si en pratique, tout cela était sans importance? Du point de vue de structure plus large, vous n'êtes pas une histoire. Vous êtes une catégorie fonctionnelle, une étiquette, un jeune, un travailleur potentiel, une ressource disponible. Cette réduction n'est pas une erreur. C'est un mécanisme. Les États ne fonctionnent pas avec des individus. Ils fonctionnent avec des classifications. Parce que classifier est la première étape pour contrôler. Et contrôler est la première étape pour extraire de la valeur. Quand vous cessez d'être une personne et devenez une fonction, vous devenez prévisible, utilisable, remplaçable. Et cela soulève une question dérangeante. Si le système a besoin que vous produisiez davantage, comment fait-il pour que vous continuiez à avancer? La réponse est simple. L'anxiété. Pas n'importe quelle anxiété. Une anxiété structurée. Une anxiété continue, calculée et invisible. Et l'une des manières les plus efficaces de générer cette anxiété est à travers un concept apparemment neutre, la dette. Quand vous entrez en dette, quelque chose change. Le temps cesse de vous appartenir. L'avenir commence à appartenir à une autre entité. Vous ne travaillez plus seulement pour vivre. Vous travaillez pour payer. Et le problème n'est pas seulement la dette en elle-même. C'est le fait qu'elle ne se termine presque jamais. Les intérêts prolongent le cycle. Le paiement ne s'achève jamais complètement. Et dans ce cycle infini, quelque chose se produit. Vous produisez davantage. Bien davantage. Bien au-delà de ce que vous produiriez si vous étiez libre. Maintenant, pensez-y autrement. Si les gens n'étaient pas sous pression, travailleraient-ils de la même manière? S'il n'y avait pas de peur de manquer, l'effort serait-il le même? Probablement pas. Et c'est ici qu'émerge une idée encore plus provocatrice. La valeur de l'argent peut ne pas résider dans l'argent, mais dans la croyance qu'il est rare. Parce que si l'argent était abondant, il perdrait sa fonction principale. Motiver le comportement. Pour que vous désiriez quelque chose, il est nécessaire que quelqu'un ne l'ait pas. La pauvreté, dans ce contexte, cesse d'être seulement un problème social. Elle devient un élément structurel. Un contraste nécessaire. Sans elle, le désir s'affaiblit. L'ambition diminue. Le système ralentit. Et cela explique quelque chose de curieux. Pourquoi, même dans un monde avec une abondance productive, la rareté continue-t-elle d'exister? Pourquoi y a-t-il encore de la faim? Même avec une production suffisante pour nourrir tout le monde? Peut-être parce que la rareté, dans de nombreux cas, n'est pas un accident, mais une construction. Les crises économiques suivent une logique similaire. Elles sont enseignées comme des échecs, des événements imprévisibles. Mais et si elles avaient une fonction? Quand il y a trop d'argent en circulation, le travail perd son urgence. Les gens se détendent, fournissent moins d'efforts. Pour restaurer la dynamique, quelque chose doit être fait. L'excès doit disparaître. Et c'est exactement ce que font les crises. Elles détruisent de la richesse. Elles réduisent la sensation d'abondance. Et redonnent à l'argent son apparence de rareté. Et avec cela, elles restaurent le cycle. Travail, effort, compétition. Le même raisonnement peut être appliqué à quelque chose d'encore plus extrême. La guerre. Traditionnellement expliquée comme une lutte pour des ressources, la guerre porte une autre dimension. Elle détruit la richesse à grande échelle. Infrastructure, capital, vie, stabilité. Et en détruisant, elle recrée la sensation de manque. Et en recréant le manque, elle renforce la valeur de ce qui reste. Mais peut-être que l'analogie la plus révélatrice vient d'un endroit inattendu. Les jeux. Dans un jeu, vous travaillez pour accumuler des ressources. Pièces, points, crédits. Maintenant, imaginez si ces ressources étaient infinies. Si vous pouviez tout obtenir immédiatement. Le jeu perdrait son sens. Le défi disparaîtrait. L'engagement chuterait. Le système s'effondrerait. Et alors surgit la question inévitable. Et si le monde réel fonctionnait selon une logique similaire? Si la sensation de rareté était ce qui maintient tout le monde en mouvement? Si la valeur ne résidait pas dans la ressource, mais dans la difficulté de l'obtenir? Si c'est le cas, alors le système ne dépend pas seulement de la production. Il dépend de la perception, de la croyance, d'un récit partagé.
Un récit où travailler est nécessaire, où rivaliser est inévitable, et où s'arrêter n'est pas une option. Si tout cela semble inconfortable, c'est parce que cela remet en question quelque chose de plus profond. Non seulement le système, mais la façon dont vous interprétez le monde. Parce que changer cette perception n'est pas simple. Elle est enracinée dès le début. Vous apprenez à craindre le manque. Vous apprenez que l'échec mène à la misère. Vous apprenez que l'effort est la seule issue. Mais vous apprenez rarement à questionner la structure derrière cela. Et lorsque quelqu'un tente d'expliquer cette structure, la réaction naturelle est la résistance. Parce qu'accepter cette idée signifie admettre qu'une grande partie de ce qui a été enseigné peut être incomplet. Maintenant, observez un autre phénomène. Au cours de l'histoire, des individus sont apparus, qui ont concentré le pouvoir à des niveaux extraordinaires. Ils ont monopolisé des secteurs entiers, contrôlé des infrastructures essentielles. Et le plus intrigant n'est pas le résultat. C'est le processus. Comment une seule personne peut-elle dominer une industrie entière? Chemin de fer, acier, pétrole, système financier. Ce ne sont pas de petits secteurs. Ce sont des piliers d'une nation. Et pourtant, ils ont été centralisés. L'explication commune est simple. Travail acharné. Vision, intelligence, opportunité. Mais cette explication, à elle seule, ne répond pas à l'ampleur du phénomène. Parce que grandir est une chose, dominer complètement en est une autre. Et cela soulève une hypothèse dérangeante. Et si ces individus n'agissaient pas seuls? Et s'il existait une structure invisible, finançant, orientant et soutenant cette croissance? Un réseau qui n'apparaît pas dans les livres, mais qui opère en coulisses. Si cela est envisagé, certaines questions commencent à avoir plus de sens. D'où venait le capital initial à grande échelle? Comment les concurrents ont-ils été absorbés si rapidement? Pourquoi certains monopoles ont-ils été autorisés? Et plus important encore, pourquoi ces structures n'ont-elles jamais été totalement démantelées? Le récit traditionnel parle de mérite individuel, mais ignore le rôle du capital externe. Et peut-être que ce n'est pas une coïncidence. Parce que l'idée de égal individu qui a réussi seul, yo, est extrêmement utile. Elle crée de l'espoir, motive l'effort, alimente le système, mais elle masque aussi la complexité réelle. Si nous avançons dans le temps, le schéma semble se répéter. Nouvelles entreprises, nouveaux milliardaires, nouvelles histoires de succès fulgurants, de jeunes personnes qui quittent l'université et en quelques années construisent des empires mondiaux. L'explication reste la même. Talent, vision, innovation. Mais encore une fois, l'ampleur soulève des doutes. Les technologies fondamentales ne surgissent pas de nulle part. Elles ont une origine. Et beaucoup de ces origines sont liées à des projets militaires. Infrastructures numériques, réseaux, systèmes d'information. Des outils créés initialement à des fins stratégiques et ensuite rendus accessibles au public. Mais cette transition n'est pas aléatoire. Elle suit une logique. Si une technologie peut amplifier le contrôle, elle doit être adoptée à grande échelle. Mais il y a un problème. Si elle vient directement d'une institution de pouvoir, elle suscite de la méfiance. Les gens résistent. Mais si elle arrive par le biais de figures accessibles, entrepreneurs, innovateurs, la perception change complètement. La même technologie, avec un récit différent, devient acceptable et même désirable. Et alors émerge une idée encore plus complexe. La possibilité qu'il existe des structures qui opèrent au-delà de la surface visible. Des structures qui ne se présentent pas comme un pouvoir formel, mais qui influencent les décisions à grande échelle, et qui, souvent, ne se perçoivent pas comme contrôlantes, mais comme exécutantes de quelque chose de plus grand. Cela explique un comportement curieux. La sensation que des décisions sont prises, non seulement par intérêt rationnel, mais par une sorte de conviction absolue. Comme s'il existait une mission, un ordre supérieur, une justification qui dépasse la logique commune. Et cela mène à un point délicat. Quand quelqu'un croit qu'il accomplit un but supérieur, il peut faire n'importe quoi, même l'impensable. Non pas par méchanceté directe, mais par conviction. Maintenant, considérez une analogie simple. Imaginez un empire construit au fil des décennies. Richesse accumulée, structure consolidée, contrôle établi. Et ensuite, cet empire est transmis à quelqu'un de nouveau, sans expérience, sans discipline.
mais avec une liberté totale. Que se passe-t-il? La tendance n'est pas de préserver, mais de modifier, remplacer des spécialistes par des proches, prendre des décisions impulsives, assumer des risques inutiles. Parce que, du point de vue individuel, l'objectif change. De maintenir le système, à profiter du système. Et cela révèle quelque chose de fondamental. Tout pouvoir n'est pas exercé avec une vision stratégique. Souvent, il est guidé par l'impulsion. Et cette impulsion suit un principe simple. Maximiser les gains. Avec le minimum d'efforts possible. C'est un schéma humain basique. L'avidité et la paresse ne sont pas des exceptions. Ce sont des tendances. Et lorsque ces tendances opèrent à grande échelle, elles façonnent des systèmes entiers. Parfois, la clé n'est pas de comprendre le système, mais de comprendre qui opère à l'intérieur de celui-ci. Et lorsque vous changez ce regard, certaines figures commencent à paraître différentes. Les dirigeants cessent de sembler être des stratèges rationnels et commencent à se comporter comme quelque chose de plus instable, moins prévisible, plus impulsif, peut-être plus proche d'un chef de faction que d'un administrateur institutionnel. Cela ne signifie pas absence d'intelligence, mais révèle une autre priorité. Intérêt personnel. La logique cesse d'être collective et devient personnelle. Qu'est-ce qui me bénéficie maintenant? Qu'est-ce qui améliore mon image? Qu'est-ce qui renforce ma position immédiate? Et lorsque les décisions sont prises sur cette base, les conséquences peuvent être vastes. Même lorsqu'elles semblent irrationnelles à première vue, elles ont du sens dans cette logique individuelle. Considérez des actions qui, extérieurement, paraissent exagérées. Intervention directe. Opération risquée. Démonstration de force. Elles peuvent produire un impact immédiat. Elles peuvent impressionner. Mais elles créent aussi des effets secondaires. Méfiance. Rupture d'alliance. Perte de crédibilité. Et ici apparaît un paradoxe. Quelque chose peut être stratégiquement nuisible, et pourtant être exécuté. Parce que l'objectif n'est pas nécessairement le meilleur résultat global, mais le meilleur résultat personnel à court terme. Lorsque cela se produit de manière répétée, quelque chose de plus vaste commence à se dessiner. Une accélération. Pas nécessairement de croissance, mais d'usure. Les structures autrefois stables commencent à présenter des fissures. Des décisions qui auraient été évitées deviennent normalisées. Et ce qui était auparavant une exception devient la norme. Ce type de mouvement n'est pas immédiat. Il est progressif. Mais une fois enclenché, il gagne en vitesse et peut mener à un point de rupture. Maintenant, élargissez cette vision. Non seulement aux individus, mais au système entier. Au fil de l'histoire, de grandes puissances ont suivi un schéma similaire. Ascension, expansion, consolidation. Et ensuite, maintien. Mais maintenir le pouvoir est plus difficile que le conquérir. Parce que cela exige équilibre, contrôle, discipline. Et souvent cet équilibre dépend de quelque chose de contre-intuitif. Créer de l'instabilité ailleurs, en déplaçant les conflits vers d'autres régions, un système préserve sa propre structure interne. Ce n'est pas nouveau. C'est une stratégie récurrente. Si une puissance dominante craint de perdre sa pertinence, elle peut encourager des divisions externes, parce qu'un environnement fragmenté est plus facile à contrôler. Cette logique aide à comprendre certains schémas historiques. Conflits successifs, interventions indirectes, alliances instables, non pas comme des événements isolés, mais comme une partie d'une stratégie continue. Empêcher qu'une autre puissance atteigne un niveau supérieur d'équilibre, parce que l'équilibre génère de l'autonomie, et l'autonomie réduit la dépendance, et la dépendance est l'un des piliers du contrôle. En avançant vers le présent, cette dynamique prend de nouvelles formes. Il ne s'agit plus seulement de territoire, mais de chaînes de production. Ressources stratégiques, infrastructures globales, énergie, technologie, logistique. Le pouvoir ne réside pas seulement dans la possession, mais dans le contrôle des flux. Et lorsque les flux sont interrompus, l'impact est immédiat. Le commerce ralentit, les économies souffrent, les dépendances sont exposées. Et dans ce scénario, de nouvelles tensions émergent, pas seulement militaires, mais économiques, silencieuses, continues, et souvent invisibles pour ceux qui sont en dehors du processus. Maintenant, imaginez être à l'intérieur de ce système.
être une nation qui dépend de relations extérieures, qui doit équilibrer des intérêts. D'un côté, une puissance traditionnelle. De l'autre, un partenaire émergent. Tous deux offrant des avantages. Tous deux imposant des risques. Comment choisir? Ce choix est rarement simple. Parce qu'il n'implique pas seulement l'économie. Il implique l'histoire. Mémoire. Intervention passée. Confiance construite ou détruite au fil du temps. Et dans ce contexte, les décisions ne sont pas prises uniquement sur la base de données, mais sur des expériences accumulées. Et c'est précisément ici que la complexité atteint un autre niveau. Parce que ce qui semble être une rivalité entre pays peut en réalité être une rivalité entre systèmes. Des modèles différents d'organisation, de contrôle, d'expansion. Et chaque modèle porte sa propre logique, son propre récit, sa propre justification. Et à l'intérieur de ces récits, chaque camp croit avoir raison. Pas nécessairement par preuve, mais par conviction. Et lorsque la conviction remplace l'analyse, le conflit cesse d'être seulement stratégique. Il devient idéologique. Lorsqu'une idéologie s'éloigne de la réalité, quelque chose de fondamental se brise. La capacité de correction. Sans cette capacité, le système perd l'un de ses mécanismes les plus importants. L'ajustement. Et sans ajustement, les erreurs cessent d'être corrigées. Elles commencent à être amplifiées. C'était l'une des observations centrales, d'une des analyses les plus percutantes du XXe siècle. L'idée que les régimes extrêmes n'échouent pas par manque d'intention, mais par excès de conviction. Une conviction qui remplace l'évidence. Une conviction qui ignore les limites. Une conviction qui redéfinit ce qui est réel. Ces systèmes partagent trois caractéristiques essentielles. La première est l'éloignement de la réalité. Ils n'opèrent pas sur la base de faits. Ils opèrent sur la base de croyances. Et lorsque les faits entrent en conflit avec ces croyances, ils sont rejetés. La réalité cesse d'être une référence et devient un obstacle. La deuxième caractéristique est l'obsession du mouvement. Croître devient une preuve de légitimité. S'étendre devient un signe de vérité. Si quelque chose avance, alors c'est correct. Peu importe si cette avancée mène à la destruction. Le mouvement lui-même devient la justification. Et la troisième caractéristique est le rejet actif de la réalité. Il ne suffit pas d'ignorer. Il faut confronter, défier les limites, forcer les situations, persister même face à un effondrement évident. Parce que, dans cette logique, reculer reviendrait à admettre une erreur. Et admettre une erreur est incompatible avec la croyance absolue. Ce schéma n'appartient pas seulement au passé. Il peut être observé dans différents contextes, sous différentes formes, parfois de manière explicite, parfois de manière subtile. Mais la structure demeure. Déconnexion, expansion, confrontation avec la réalité. Et lorsque ces trois forces s'alignent, le résultat tend à être le même. Escalade. Maintenant, observez un phénomène contemporain. L'investissement massif dans de nouvelles technologies, surtout celles liées à l'intelligence artificielle. Le récit dominant parle d'innovation, efficacité, d'optimisation. Mais il existe une autre possibilité. Et si l'objectif principal n'était pas seulement la productivité, et si l'application la plus pertinente n'était pas dans la création, mais dans le contrôle? Considérez un système où tout est tracé. Chaque achat, chaque mouvement, chaque interaction. Les données sont collectées en continu, traitées en temps réel, et transformées en profils comportementaux. Ces profils ne décrivent pas seulement qui vous êtes, ils anticipent qui vous serez. Et plus encore, ils permettent d'influencer, suggérer, rediriger conditionner des décisions. Dans ce scénario, le contrôle n'est pas imposé directement. Il est intégré, silencieux, progressif, presque imperceptible. Et cela soulève une question critique. Si un système peut prédire votre comportement, peut-il aussi le façonner? S'il peut le façonner, dans quelle mesure vos choix vous appartiennent-ils encore? Ce n'est pas une question technique. C'est une question structurelle. Sur l'autonomie, sur la liberté, sur la conscience. En même temps, un autre mouvement est en cours. Un déplacement silencieux du pouvoir. Des individus et des groupes hautement capitalisés. Est-ce d'être liés à des territoires?
Ils n'appartiennent pas à des pays. Ils appartiennent au capital. Et le capital n'a pas de frontières. Il se déplace là où c'est le plus efficace. Là où il est le mieux protégé. Là où il croît le plus rapidement. Dubaï, Singapour, Hong Kong. Des lieux stratégiques. Des environnements favorables. Mais cette mobilité a un coût. Elle rompt les liens traditionnels. Identité nationale. Responsabilité sociale. Engagement collectif. Tout cela devient secondaire. Et alors, émerge un nouveau type de structure. Non basé sur la géographie, mais sur la connexion. Des réseaux qui opèrent au-delà des frontières. Qui partagent des intérêts communs. Et qui fonctionnent sur la base de la confiance interne. Mais cette confiance n'est pas publique. Elle est restreinte. Construite au fil du temps. Protégée par des codes invisibles. Et ici nous revenons à un concept ancien. Les sociétés fermées. Des groupes qui opèrent de manière discrète, mais hautement coordonnée. Et qui offrent quelque chose d'essentiel. La fiabilité dans un environnement incertain. Parce que lorsque le capital se déplace à l'échelle mondiale, il a besoin de garanties. Il doit savoir sur qui compter. Où investir. Comment protéger ses intérêts. Et ces structures offrent exactement cela. Pas de visibilité, mais de la sécurité. Pas d'exposition, mais de la continuité. Et cela explique pourquoi elles persistent. Non par mystère, mais par fonction. Si ces structures semblent lointaines, c'est parce qu'elles opèrent loin de la surface visible. Mais leurs effets sont quotidiens. Ils apparaissent dans des décisions simples, des choix qui semblent individuels, mais qui sont souvent façonnés par des forces plus grandes. L'éducation, par exemple. En théorie, elle devrait concerner l'apprentissage, la formation, la capacité critique. Mais en pratique, d'autres facteurs entrent en jeu. Prestige, perception, signalisation sociale. Et souvent, la valeur perçue d'une institution ne réside pas dans ce qu'elle enseigne, mais dans la manière dont elle est perçue. Cela révèle un schéma important. La forme peut l'emporter sur le contenu. L'apparence peut remplacer la substance. Et lorsque cela se produit, le critère de choix change. Ce n'est plus une question de qualité, mais d'image. Et l'image est quelque chose qui peut être construite, manipulée, amplifiée. Ce même principe peut être observé à plus grande échelle. Des conflits qui semblent stratégiques peuvent, dans certains cas, être maintenus pour des raisons symboliques. Des guerres qui ne peuvent pas être gagnées, mais qui continuent d'être menées, non par logique militaire, mais par logique de réputation. Parce que reculer peut être interprété comme une faiblesse. Et dans certains systèmes, paraître faible est plus dangereux que perdre. Cela crée un cycle difficile à briser. Même lorsque la défaite est évidente, l'effort continue. Les ressources sont investies. Des vies sont engagées. Du temps est consommé. Tout cela pour soutenir un récit. Le récit de la force, du contrôle, de la supériorité. Et cela soulève une question inévitable. Combien de décisions sont réellement prises? Sur la base de résultats? Et combien sont prises? Sur la base de la perception? Lorsque la perception devient prioritaire, la réalité perd du terrain. Et lorsque la réalité perd du terrain, le risque augmente. Parce que les systèmes qui ignorent les limites finissent par les rencontrer. Maintenant, rassemblez tous ces éléments. Des structures qui classifient les individus. Des mécanismes qui créent la rareté. Des systèmes qui dépendent de la perception. Des technologies qui amplifient le contrôle. Des capitaux qui se déplacent sans frontières. Tout cela ne fonctionne pas de manière isolée. Cela fonctionne ensemble. Comme un système intégré. Un système qui n'a pas besoin de contrôle absolu. Seulement d'une direction suffisante. Suffisante pour maintenir le mouvement. Suffisante pour maintenir l'engagement. Suffisante pour maintenir la production. Et alors surgit la question centrale. Si le système dépend de votre participation, dans quelle mesure choisissez-vous réellement d'y participer? Si vos motivations sont influencées, si vos peurs sont structurées, si vos opportunités sont orientées, où commence votre autonomie? Peut-être que la réponse ne réside pas dans le rejet du système, mais dans sa compréhension. Parce que comprendre n'élimine pas la structure, mais modifie votre position en son sein. Vous cessez de réagir automatiquement.
et commencez à observer. Vous cessez de simplement suivre et commencez à questionner. Et, dans certains cas, cela suffit déjà à tout changer. Si tout cela semble complexe, c'est parce que nous traitons de couches qui ne sont généralement pas visibles. Des couches qui n'apparaissent pas dans le quotidien, mais qui façonnent le quotidien. Et peut-être que le point le plus important n'est pas de prouver si chaque détail est vrai ou non, mais de comprendre la logique derrière ces idées. Parce que, quelle que soit la forme, il existe des schémas qui se répètent. Contrôle par classification. Motivation par la rareté. Orientation par la perception. Ces trois éléments, combinés, sont suffisants pour structurer un système entier. Et au sein de ce système, les individus n'ont pas besoin d'être contraints directement. Ils se mettent en mouvement d'eux-mêmes. Ils recherchent la sécurité, évitent le risque, poursuivent la stabilité. Et en faisant cela, ils finissent par renforcer exactement la structure qui les limite. C'est le paradoxe. Le système n'a pas besoin de vous empêcher de sortir. Il lui suffit de faire en sorte que vous ne vouliez pas sortir. Mais il y a encore quelque chose à considérer. S'il existe une influence, cela ne signifie pas une absence totale de choix. Cela signifie simplement que le choix ne se fait pas dans un espace neutre. Il se fait dans un contexte, avec des pressions, avec des incitations, avec des limitations. Et reconnaître cela n'est pas une faiblesse. C'est de la lucidité. Parce qu'au final, ce qui définit votre position n'est pas seulement le système, mais la manière dont vous interagissez avec lui. Si vous acceptez tout sans questionner, vous devenez prévisible. Si vous rejetez tout sans comprendre, vous devenez réactif. Mais si vous observez, analysez et comprenez, vous devenez conscient. Et la conscience modifie le comportement, même de manière subtile. Peut-être que le véritable point de rupture ne se trouve pas dans de grands événements, ni dans des changements externes immédiats, mais dans quelque chose de beaucoup plus simple, la manière dont vous percevez. Parce que la perception définit l'interprétation. L'interprétation définit l'action. Et l'action définit le résultat. Et dans ce cycle, de petits changements peuvent produire de grandes différences. Alors la question initiale revient. Qui êtes-vous? Peut-être êtes-vous encore un nom, une histoire, un parcours, mais peut-être êtes-vous aussi quelque chose de plus, un agent au sein d'un système complexe, avec des limitations, mais aussi avec des possibilités. Et comprendre cette dualité peut être le premier pas. Non pas pour s'échapper complètement, mais pour ne pas être conduit sans s'en rendre compte. Parce qu'au final, le système continue d'exister. Les structures demeurent. Les mécanismes continuent d'opérer. Mais la manière dont vous vous positionnez en son sein, cela peut encore changer. Chaque découverte historique révèle de nouveaux indices, mais soulève aussi de nouvelles questions. Car lorsqu'il s'agit du passé, il y a toujours quelque chose que nous ne comprenons pas encore. History secret. Car certains secrets de l'histoire attendent encore d'être révélés.